Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. D'abord, Godard a eu 91 ans le 3, donc quand même il commence à prendre de l'âge. Il est en forme, il tourne, donc c'est comme Oliveira ou presque. Enfin, il tourne chez lui, il ne va plus tourner dehors ou ailleurs, mais il continue à faire des films. Il a dit que quand il en aurait fait 2 de plus, il arrêterait, donc il aura 96 ans, ça va. Il peut s'arrêter à ce moment-là. Non, vivre sa vie, pour Godard, c'est un film essentiel dans son parcours, si vous voulez. Parce que c'est la première fois où il découvre, enfin, il comprend ce qu'il n'aime pas faire dans le cinéma, il comprend ce qu'il ne sait pas faire, et il comprend ce qu'il sait faire et ce qu'il est heureux de faire. Et après ce film, il a dit, quand j'ai fait ce film, j'étais heureux, pas dans ma vie, mais voilà, c'était un travail heureux. Il dit, c'est comme quand j'étais critique au Cahier, que j'écrivais un texte en 10 minutes, que j'étais content de ce que j'avais fait et tout. Donc alors, la raison, elle est pas... la raison, elle est simple, enfin pour moi. C'est que Godard, quand il a commencé à faire des films, il a commencé à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à raconter des histoires et faire des films linéaires, si vous voulez, syntaxiques. Et il n'a jamais aimé ça. Et du coup, avec Vivre sa vie, il s'autorise autre chose. C'est-à-dire, c'est un film... Bon, il analyse très bien lui-même. Il dit, voilà, j'ai fait des galets et je les ai mis les uns à côté des autres. C'est-à-dire, j'avais aucun besoin de lier ou de scénariser une histoire globale. J'ai pris des morceaux. Et ça suffit. Il dit, dans le fond, il s'est aperçu avec ce film que c'est pas la peine de raconter. Il suffit de mettre des petits blocs et ça suffit pour que ça raconte. Et ce film raconte, mais pas selon les codes, si vous voulez, narratifs, etc. Donc ça a été pour lui une vraie libération. Et après, il ne retournera plus en arrière. Il ne fera jamais plus des films linéaires comme ceux qu'il a fait avant. Ce film-là. Donc c'est un vrai palier pour lui. Et alors qu'à ce moment-là, c'est compliqué sa vie, puisque Anna Karina a fait une fausse couche à la fin d'Une femme est une femme, et elle est un peu dépressive. Alors dans le film, ça ne se voit pas. Bon, c'est les mystères du cinéma. Elle est dépressive, et du coup, normalement, il devait faire ce film en 4 semaines. Il l'a fait, comme d'habitude, un peu moins de 4 semaines. C'est-à-dire Godard qui rendait des journées de tournage à ses producteurs. C'est assez rare dans l'histoire du cinéma. Mais par contre, ça s'est échelonné sur 2 mois, parce que par exemple, il tournait 1 semaine et Anna Karina était trop mal, elle ne pouvait pas tourner, donc il attendait qu'elle aille mieux. Elle a fait une tentative de suicide pendant le film. Donc c'était assez compliqué à gérer dans le temps du tournage. Mais le film s'est fait comme d'habitude chez Godard, en très peu de temps, avec très peu d'argent, mais avec des principes très forts. C'est un film... D'abord, il revenait du cinémascope, et là il revient au 4/3, c'est-à-dire le format le plus pur et dur des débuts du cinéma, et en noir et blanc, vous allez voir, absolument magnifique. Et alors... Son idée de départ, c'est de dire, je vais faire ce film avec une Mitchell. La Mitchell, c'est la grosse caméra du cinéma américain. C'est-à-dire que Godard avait beaucoup aimé dans les années 50. Sauf que ce qui peut paraître très bizarre, c'est de faire un film assez intimiste. C'est pas un film où il y a des grosses choses, c'est pas un western, mais il avait envie de la Mitchell, et vous allez voir, ça, on comprend pourquoi. C'est-à-dire la Mitchell est tellement lourde que les cadres sont parfaitement fixes, si vous voulez. Il n'y a aucun flottement ni rien. Et il avait besoin de cette fixité. Et ça continuera. Il en fera d'autres après avec la Mitchell. Mais souvent dans les années 60, il avait une grosse caméra et une petite caméra pour faire des plans comme ça, plus arrachés. Donc là, c'est très installé. Enfin, très installé. Pas les plans, mais... La caméra est très très installée avec des problèmes parfois très compliqués. Je vous raconterai après quand vous aurez vu le film, mais la scène dans le café où il y a la fusillade, la Mitchell, c'était trop gros pour faire un travelling dans le bar, si vous voulez. Donc il a trouvé
il a trouvé des idées pour faire quand même la scène. Alors, c'est la deuxième fois qu'il s'attaque au sujet de la prostitution, puisqu'il avait fait un court-métrage sur ce sujet-là, déjà, et ça va être un grand sujet de Godard, la prostitution. Il va, dans beaucoup des films qui vont suivre, Godard a toujours pensé que, en gros, Godard dit la prostitution, c'est un modèle réduit des rapports sociaux. Il dit on se prostitue tous au patron. En gros, donc si on s'attaque au sujet de la prostitution, on fait une espèce de microcosme de la société telle qu'elle est. Mais Godard aurait eu horreur de faire un film. La prostituée, la figure de la prostituée, c'était une figure très classique du cinéma français. C'était un personnage pittoresque, etc. Ça, lui fait horreur, c'est-à-dire, vous allez voir, il n'y a aucun pittoresque. Et la prostitution, ce qui intéresse Godard, c'est le moment où quelqu'un entre dans la prostitution, où quelqu'un n'est pas dans la prostitution, quelqu'un est normal, si on peut dire, et à un moment, pour des raisons X, bascule dans la prostitution. Ça sera le même sujet dans D'autres choses que je sais d'elle, ça sera le même sujet dans beaucoup de films, y compris jusque dans Sauf qui peut la vie, où la sœur d'Isabelle Huppert vient la voir et lui dit comment on fait pour se prostituer, etc. Donc, c'est un grand sujet, évidemment, c'est à cause de Mizoguchi. C'est-à-dire, Mizoguchi, en gros, toute sa vie a fait des films sur les prostituées. Et il pensait comme Godard, ou plutôt Godard pensait comme lui, que c'était le sujet où on attrapait le plus de choses du monde, en gros. Et Mizoguchi a toujours été du côté des prostituées, c'est-à-dire il comprenait le monde en regardant la vie des prostituées, et de façon très très précise. Chez Mizoguchi, c'est absolument magnifique. Il y a les très très grands films sur ça. Donc, ça vient de Mizoguchi, et ça vient aussi d'une fascination de Godard pour la prostitution, qui est liée à sa génération, qui est liée à son époque. C'est-à-dire que Godard, toute sa vie, a quand même eu des rapports avec la prostitution. Lui comme homme, voilà, sans honte, je veux dire, voilà, et sans moralisme. Mais enfin, c'est un sujet, en tout cas, qui le concerne, qui l'a toujours concerné, cette question-là. Alors, dans ce film, donc, ce film est fait en tableau, et les tableaux, donc, ça vient de deux choses. Ça vient du film de Rossellini, Les Fioretti de Saint François d'Assise, puisque les Fioretti, par définition, c'est des Fioretti, c'est-à-dire le livre, les Fioretti de Saint François d'Assise, raconte des petits épisodes de Saint François d'Assise, et Rossellini, il prend des petits bouts et il montre les petits bouts. Il n'essayait pas de lier et de faire une bio, si vous voulez, de Saint François d'Assise. Donc ça, évidemment, lui, quand il voit ce film, il dit donc on peut le faire. Si Rossellini, qui était quand même son maître, l'a fait, je peux le faire. Et puis il y a Brecht aussi, puisqu'il dit les tableaux brechtiens, vous allez voir les titres, où Nana a fait ceci, etc. C'est évidemment lié pour lui à sa culture brechtienne. Donc Brecht et Rossellini, c'est de cela lui donne le courage de s'attaquer, disons, à une structure qui n'est pas à l'époque très, très courue. Et pourtant, le film a plutôt plu. Alors le film a eu beaucoup de soucis avec la censure avant et après tournage, pour des raisons idiotes. C'était quand même une époque de fou sur la censure. Et y compris, il y a une perle, c'est Jean d'Ormesson, quand il lit le scénario pour pré-censure, et qui écrit des horreurs sur le scénario en disant que c'est scandaleux d'écrire une histoire. Après, quand on voit le film, on se dit quand même, c'était quand même une époque étrange. Bon, voilà, le film est court. Peut-être on en parlera plus après. Bon, je dis deux mots sur la fin, puisque vous avez vu la rue, il y a le café des studios, c'est-à-dire Godard est allé tourner cette scène dans la rue où Melville avait ses studios. C'est-à-dire que du coup, il pouvait aller boire un coup dans la maison chez Melville, et puis ils étaient tranquilles comme ça. Alors la fin a une histoire aussi, c'est que Anna Karina a été vraiment en danger, parce que vous avez vu quand elle se fait tuer, elle tombe,
Et elle tombe vraiment, c'est-à-dire elle ne fait pas très attention où elle tombe, mais elle tombe à côté de la roue de la voiture. Et l'acteur qui joue le maquereau ne savait pas conduire. Et il s'est trompé de vitesse, il est parti en marche arrière. C'est-à-dire que ça a été à 2 doigts qu'elle se fasse écraser. Et donc, ils ont recommencé. Godard disait à Anna-Karina, mais mets-toi plus loin, ne te mets pas à côté parce qu'il est nul et il va t'écraser. Et donc, il y avait un plus. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, la fin est très bizarre. C'est-à-dire, il y a une voiture américaine derrière qui passe à côté à nouveau d'Anna-Karina. C'est-à-dire, elle était 2 fois en danger. Et donc, Godard était quand même inquiet. Et au lieu de laisser faire ça par la personne qui devait le faire, il est monté dans la voiture américaine et c'est lui qu'on voit, si vous voulez, enfin, la voiture, c'est lui qui l'a conduit, la deuxième qui arrive là. Donc, Anna-Karina, évidemment, elle n'en battait pas large quand elle a compris que c'était quand même une scène extrêmement dangereuse pour elle, cette scène-là. Alors, je reviens un peu sur l'histoire du sujet du film, qui est de la prostitution. Pour Godard, le cinéma est un lieu qui ressemble beaucoup à la prostitution, puisqu'il dit que le rapport entre le réalisateur, la production et les actrices, entre autres, est un rapport très très près de celui de la prostitution, c'est-à-dire on donne de l'argent à une fille et on lui fait faire ce qu'on veut. C'est-à-dire on lui dit fais ça, dis ça, etc. Donc pour lui, c'est une situation très très proche finalement de la prostitution. Et dans ce film, il dit finalement j'étais son client et elle était ma prostituée, Anna-Karina. Alors Anna-Karina, je continue un peu sur la prostitution. C'est-à-dire Godard a horreur je l'ai déjà dit, de ce qui est sexy, de ce qui serait possiblement excitant pour les spectateurs. C'est-à-dire que vous avez vu, quand elle est à l'hôtel et qu'elle ouvre les portes, c'est que des tableaux vivants. C'est-à-dire on voit des gens parfaitement immobiles, comme ça, et il n'y a jamais de mouvement. Godard a une théorie, depuis longtemps, il dit que ce qui est obscène, c'est le mouvement. En gros, au cinéma, ce qui est obscène, c'est quand il y a le mouvement. S'il n'y a pas le mouvement, c'est pur, si vous voulez, il n'y a pas du tout de danger, disons, d'obscénité. Donc là, il applique vraiment. Alors les filles, à l'époque, c'était quand même pas simple de trouver des filles qui acceptaient de jouer nues. Et là, dans les scènes de prostitution, il fallait qu'elles soient nues. Et du coup, il avait envoyé son assistant au Crazy Horse, je crois. Mais il leur avait dit, voilà, il y a un cinéaste qui veut vous filmer nu. Donc les filles, c'était leur métier, je veux dire. Mais elles ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Et quand elles arrivaient sur le tournage, il y en a qui repartaient parce que Godard refusait qu'elles se maquillent le corps. Et elle disait, mais moi, quand je suis au Crazy Horse, je ne suis pas nue. Mon corps est protégé par le maquillage et tout. Lui, il veut filmer nu. Et donc, il y en a pas mal qui sont repartis et qui n'ont pas joué dans la scène. Alors, sur l'histoire de cinéma et prostitution, la scène est très claire. C'est-à-dire que c'est une chose qui arrive très souvent au cinéma, si j'ose dire. C'est-à-dire que le client, là, choisit Anna-Karina. Elle monte et il la paye. Et après, il lui dit, finalement, est-ce que tu peux aller chercher une copine ? Ça permet à Godard de montrer toutes les portes qui s'ouvrent. Et quand Anna-Karina a la copine, lui, il s'en fout d'Anna-Karina. Il s'occupe de la copine et elle le dit à quoi je sers. Bon, c'est une situation, hélas, très fréquente au cinéma où il y a un casting. Le cinéaste choisit un acteur ou une actrice. Et puis l'acteur ou l'actrice, soi-disant choisi, apprend un mois après qu'un autre a été pris à sa place et qu'on ne lui a pas dit. C'est-à-dire qu'il y a une lâcheté, si vous voulez, assez fréquente dans le monde du cinéma. C'est que si on fait croire à un acteur qu'on va le prendre et qu'après on ne le prend pas, il y a une espèce de honte et on ne le lui dit pas. Donc évidemment, cette situation, elle parle beaucoup pour les gens de cinéma.
indépendamment de la question de la prostitution. C'est des pratiques comme ça de choisir. Voilà. Alors, comme toujours chez Godard, les scènes de prostitution sont d'une absolue pureté, c'est-à-dire il y a des gros plans bressoniens, il y a les plans de dos, c'est-à-dire que tout est une esthétique absolument impeccable, les aplats, c'est-à-dire que dans ce film, Godard affirme encore plus, dans Un bout de souffle, il était parfois dans l'aplat, mais pas toujours là. C'est une pure esthétique de l'aplat, c'est-à-dire, et notamment avec Anna Karina, ses cheveux courts et noirs, la caméra est toujours dans l'axe du mur ou de quelque chose qui est blanc, c'est-à-dire l'oblique n'existe pas dans ce film. Et du coup, le visage... Alors, l'oblique n'existe pas, et du coup, ça l'oblige à faire des fois des plans entièrement de dos, dont la première scène, au café, où il filme. C'est un peu de la provoque aussi, hein, c'est de dire, j'ouvre ma scène avec mes deux acteurs. L'autre, c'est Labarthe, hein, celui qui fait son mari, c'est André Labarthe. Et donc, il filme de dos elle, de dos lui, et on voit un peu leur reflet dans le miroir du café, mais c'est tout. Et après, alors, il y a, sur l'histoire de dos, d'abord, filmer de dos, pour Godard, ça vient de Rossellini, c'est-à-dire que ça vient de Stromboli. Quand Rossellini fait venir Ingrid Bergman des États-Unis, jamais personne ne l'a filmé comme ça, c'est-à-dire Rossellini l'a fait marcher et il la filme de dos. Et donc elle s'énerve, elle a dit « Mais pourquoi tu me filmes toujours de dos ?» Et Rossellini dit « Parce que comme ça, tu avances dans le monde et je vois toi et le monde. » L'idée, si vous voulez, d'avancer comme ça. Alors l'histoire de filmer de dos au cinéma, c'est une longue histoire. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça. Alors, Macarena n'était pas du tout contente de la coupe à la Louise Brooks, parce que la perruque la gênait, elle n'aimait pas ça, etc. Mais pour Godard, évidemment, il a fait jouer comme une actrice du muet. Et il y a des scènes totalement muettes, où elle, y compris sur des rictus et des choses comme ça. Et du coup, pour lui, elle devait être Louise Brooks. Enfin, elle devait réincarner un peu Louise Brooks. Et sur les mimiques, parfois, il l'a fait vraiment jouer exactement comme une actrice du muet, notamment quand il y a le premier client qui veut l'embrasser sur la bouche et qu'elle se débat comme dans un film muet, vraiment. Voilà. Donc, il y avait cette obsession comme ça de Godard, c'est Anna Karina. Et pour moi, dans la filiation des actrices du cinéma muet. Elle en avait conscience, hein, je pense, parce que des fois, Anna Karina, elle joue un peu comme pouvaient jouer les grandes actrices du muet, et elle aime ça. Donc, mais là, bon, la perruque, en tout cas, comme elle était en difficulté vraiment psychologique avec son histoire de dépression, évidemment, jouer avec une perruque, pour elle, c'était difficile. Enfin, elle s'est même... par moments, elle disait « Godard est méchant. Il m'oblige à jouer avec une perruque dans laquelle je suis malheureuse, etc. et dans laquelle je ne suis pas à l'aise. » Alors, vous avez vu ce film, et sur la caméra, sur les mouvements de caméra, c'est un film absolument magnifique. C'est-à-dire quand il y a des travelling, et il y en a dès le début dans le magasin de disques, c'est des travelling absolument parfaits. C'est-à-dire, c'est des travelling absolument linéaires. Il n'y a pas le moindre chaos, etc. Ça reste absolument pur. Alors, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait ça, c'est Wes Anderson. Je ne sais pas si vous avez vu les films de Wes Anderson, c'est un fou des... Et les travelling de Wes Anderson sont incroyables. Parce que normalement, quand un travelling s'arrête, il y a un peu d'inertie de la caméra. Là, il n'y en a pas beaucoup, et chez Wes Anderson, il n'y en a pas du tout. Alors, je ne sais pas comment il fait, parce que la caméra, ça a un poids. Surtout que les caméras de Wes Anderson, elles sont aussi grosses que celles de Godard. Et on a l'impression que c'est comme s'il y avait un truc qui échappe à la pesanteur, et que, hop, la caméra s'arrête net, et il n'y a pas le moindre effet, si vous voulez, d'inertie. Alors Godard était déjà là-dedans, hein, dans ce film. Alors c'était des caméras, ça, très difficiles à manipuler, parce que, si vous voulez, en gros, les cinéastes de la Nouvelle Vague, enfin, et Coutard,
n'avait jamais joué avec des caméras comme ça, parce que c'est des caméras, c'est pas un manche. Le manche, c'est facile, c'est-à-dire on regarde, on tourne le manche et on fait faire ce qu'on veut au cadre. Là, c'est 2 manivelles. C'est-à-dire que si on veut faire un mouvement, il faut combiner avec les 2 mains 2 mouvements, vertical et horizontal, et c'est très difficile. Alors les grands chefs-op américains, évidemment, savent faire ça par cœur, mais aujourd'hui, il y a même des chefs-op européens qui ne savent pas bien se servir des manivelles. Donc Coulthard a quand même été très très bon sur ce coup-là, parce que lui, il arrivait d'Indochine avec des caméras 16 mm. Je veux dire que sa formation, c'était le contraire de la Dolly, et c'est impeccable. C'est-à-dire, on voit qu'il avait quand même un génie comme ça. Alors, sur l'histoire du chef-op, il y a eu un problème. Bon, comme le film a duré plus que les 4 semaines de tournage prévues, Coulthard n'a pas pu rester, parce qu'il était sur un autre film. Godard le savait, et il ne pouvait pas renoncer au contrat, si vous voulez, du film d'après. Et donc Godard se retrouve sans chef-op. Et il y a dans son équipe Charles Beach. Charles Beach, c'était un ami à lui des Cahiers du cinéma. Charles Beach, si vous voulez, ils ont été ensemble au Cahiers. Ils sont allés faire des entretiens avec des cinéastes américains. Donc Beach était quelqu'un pour qui Godard avait beaucoup d'estime. Et Beach le voulait comme assistant. Il n'avait jamais réussi à l'avoir comme assistant, parce que Beach était l'assistant de Rivette. Et Rivette faisait des films qui duraient 2 ans. Donc du coup, et là, pour une fois, Beach dit, je viens faire l'assistant pour toi. Après, il sera l'assistant du mépris. Hein. C'est comme lui qui trouvera la villa mal à portée pour Godard. Et donc Beach est content, parce qu'il est... Voilà, il fait enfin ce qu'il avait envie de faire. Et quand Coulthard part, Godard lui dit, qu'il avait fait Louis Lumière, Beach, section image, il lui dit, c'est toi maintenant le chef-op. Donc Beach était assez terrorisé de succéder du jour au lendemain à Coulthard. Et en plus, alors, il raconte ça très bien, la scène où il débute, c'est la scène au café, où il y a le travelling de dos, c'est-à-dire ce que jamais personne n'avait fait au cinéma. C'est-à-dire au cinéma, ça arrive souvent qu'il y a un acteur de face, un autre de dos, et la caméra tourne. Mais jamais la caméra s'était arrêtée, si vous voulez, au moment où celui qui est de dos masque celui qui est en face. Là, c'est ce que Godard demande ça à Beach. Beach, ça le rend un peu malade, parce que c'est un professionnel. C'est-à-dire, Beach dit, quand ce film va sortir, plus personne ne me demandera d'être chef-op, parce que ça ne se fait absolument pas de faire ça, c'est-à-dire de s'arrêter au moment où un acteur masque l'autre. Donc c'est un peu des jeux. Il y a un autre jeu dans le film, après ça Godard va le faire souvent, au début par exemple, c'est que quand on tourne, par exemple, il y a un dialogue, et à la fin du dialogue, il y a, je ne sais pas, on se verra demain, et quand on fait après le plan sur l'autre acteur, en général, on fait redire les derniers mots pour que la monteuse puisse couper entre les 2 morceaux qui chevauchent, parce que sinon ça serait pouf, pouf, pouf. Si ce n'était pas ça, la coupe serait rendue obligatoire entre la question et la réponse, par exemple, ou entre... donc, du coup, les monteuses, elles détestent ça, elles veulent avoir le choix sur un tout petit bout. Alors, Godard faisait ça pour sa monteuse, sauf que quand il voit les rushs, au lieu de choisir une coupe, si vous voulez, et de passer à l'autre plan sur la coupe, il garde les 3 mots de la fin, par exemple, et il le garde aussi au début de l'autre. Le film bégaye, donc le bégaiement, il le fera souvent. Ça, c'est un truc, là aussi, totalement hors code, totalement interdit. Et lui, il a un certain plaisir à faire ça, donc il le fait pas mal, notamment au début, dans la scène du café, où ça arrive 2 fois, où les mêmes 3 mots sont repris sur la fin de ce que dit Anna Karina et sur le début de ce que dit Labarthe. Un truc comme ça. Alors, dans ce film, il y a aussi... il invente beaucoup de choses dans ce film, ça ne se voit pas comme ça, mais il invente les dispositifs. Notamment un dispositif dont il va beaucoup se servir, c'est la scène avec Brice Parrain.
Donc Brice Parrain, ça c'est une chose que Godard a beaucoup fait après, c'est-à-dire il prend quelqu'un dans la vie qui vient en tant que ce qu'il est dans la vie. Et Brice Parrain était un philosophe du langage. Ce qu'avait écrit Brice Parrain intéressait, il ne se connaissait pas, hein, mais enfin, il le convoque sur son film en tant que Brice Parrain. Et il dit à Anna Karina, ben, vous allez parler tous les deux. Alors, Brice Parrain raconte qu'il arrive et il est persuadé qu'il n'y aura pas de texte. Il est persuadé qu'il va improviser ce que Brice Parrain pense quand Anna Karina lui pose des questions. Et en fait, l'histoire, par exemple, des Trois Mousquetaires, c'était écrit. C'est-à-dire, quand il arrive, Godard lui dit « Après, tu improviseras, mais l'histoire des Mousquetaires, apprends-le. » Donc, Brice Parrain, ce n'était pas un acteur, il avait très peur de ça, il le fait. Et après, alors là, un dispositif qui va durer 15 ans chez Godard, il met dans l'oreille d'Anna Karina, c'était facile avec ses cheveux, un petit, enfin pas un micro, une oreillette, et il parle dans l'oreillette. C'est-à-dire Godard, pendant la prise, dit à Anna Karina ce qu'elle doit dire, la question qu'elle doit poser, etc. Et elle ne sait pas ce qu'il va lui dire. Et évidemment, du coup, par rapport à Brice Parrain, il n'a pas la moindre idée non plus de ce qu'Anna Karina va lui dire, puisque Godard improvise au fur et à mesure du dialogue ce qu'il lui dit. Bon, ça, il s'en servira beaucoup, hein, c'est un truc à lui. Et après, vous avez vu la scène, elle est un peu coupée, n'importe comment, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on passe d'une question à une réponse qui n'est pas à celle de cette question. C'est-à-dire Godard n'hésite pas du tout il fait un peu de la charpie, et il reconstruit une scène, et il reconstruit un dialogue qui finalement, d'une certaine façon, n'a pas eu lieu. Il prend des morceaux et il les recolle. Alors après, il y a une histoire qui est surprise par un qui est assez drôle, parce qu'il lui est arrivé la même chose avec Brigitte Bardot après, Godard. C'est-à-dire que Brice Parrain, c'est pas un acteur, donc il vient en tant que Brice Parrain, et Godard se dit, je vais quand même pas le payer. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc il lui fait amener une caisse de champagne, et Brice Parrain dit, je n'accepte pas les cadeaux. Comme ça, c'est comme si c'était du favoritisme. Donc Godard se dit, j'ai fait une bêtise, et il lui fait envoyer un chèque pour son salaire d'acteur, et là Brice Parrain accepte. Alors l'histoire après, elle se reproduira avec Bardot, parce que quand Bardot, c'est pas dans Le Mépris, hein, c'est dans Masculin-Féminin, où Bardot joue une scène dans un café. Évidemment, Godard appelle Bardot, et elle dit « je viens », et elle fait sa scène. Et Godard se dit « qu'est-ce que je fais, quoi ? Je vais pas la payer. » Enfin, c'est comme si elle venait pour autre chose qu'en tant qu'actrice. Et donc, ils hésitent beaucoup. Si je la paye combien ? Et finalement, il fait un truc, genre, il lui envoie 250 roses. Il trouve un truc, si vous voulez, pour lui faire comprendre qu'il lui fait un cadeau, mais qu'il ne la paye pas. Donc c'est une question très délicate, hein, au cinéma. Comment on paye les gens qui ne sont pas les acteurs payés par la production? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un vient par amitié pour le cinéaste, c'est toujours très gênant. C'est-à-dire, soit on le paye, soit on ne le paye pas. Si on ne le paye pas, voilà, ça ne va pas. Donc là, ça s'est passé avec... la première fois où ça arrive à Godard, c'est là, et ça continuera forcément, puisqu'il invite des gens sur ses films qui ne sont pas des acteurs et qui ne savent pas pourquoi ils viennent, parfois. Ils viennent juste passer dans le film en tant qu'ils sont eux-mêmes. Alors, ça, c'est un dispositif très fort, hein, qu'on retrouvera jusque dans La Chinoise, où il y a deux personnes. Il y en a un qui ne sait pas ce que l'autre va lui dire, et un qui dit ce que Godard lui dit de dire dans l'oreillette. C'est-à-dire, c'est un truc un peu tordu, comme ça, de triangulation, finalement, sur la scène qui est en train de se jouer. Donc, voilà. Après, il y a un autre dispositif, mais on l'avait déjà vu la dernière fois, c'est... les acteurs parlent, mais on voit les mots écrits, c'est-à-dire on ne les entend pas parler, on voit le texte au-dessous. Et là, dans cette scène, il y a un autre dispositif, c'est que c'est Godard qui double l'acteur. C'est la voix de Godard qui parle à la place
de l'acteur qui joue donc le jeune homme, comme ça. Il l'avait déjà fait avec Belmondo dans un court-métrage, parce que Belmondo était parti au service militaire. Et du coup, Belmondo ne pouvait pas venir faire la voix au doublage. Et du coup, Godard avait doublé Belmondo, ce qui est très bizarre, parce que la voix de Godard n'a rien à voir avec le corps de Belmondo. C'est-à-dire, c'est un truc étrange. Alors, sur l'histoire du portrait ovale, Godard prétend, mais j'ai plutôt tendance à le croire, il prétend que le matin, il savait qu'il allait tourner la scène, qu'il y aurait un livre. Mais il prétend qu'il n'avait pas choisi, qu'il ne savait pas. Il descend à la librairie et il voit le truc d'Edgar Poe. Il avait toujours aimé Edgar Poe, hein, c'est pas le hasard, il ne tombe pas sur Edgar Poe, il connaissait les textes. Et donc il prend Edgar Poe et il dit « je vais faire la scène sur le portrait ovale ». Ça paraît bizarre pour nous, puisque c'est comme si ça racontait le sujet du film, c'est-à-dire un homme fait le portrait de sa femme, si vous voulez, comme si ça a l'air d'être très très déterminé, et ça ne l'était pas apparemment. C'est-à-dire, mais Godard dit, bon, il dit au cinéma, on tombe toujours par hasard sur ce dont on a besoin. Enfin, quand on est un bon cinéaste, c'est-à-dire, voilà, les cinéastes doivent avoir de la chance. Et donc, un bon cinéaste, qui a de la chance, et donc il tombe sur ce dont il a besoin au moment où il en a besoin, sans trop se poser de problèmes sur ça. Donc, c'est arrivé plusieurs fois à Godard de tomber au dernier moment sur la chose qui, pour nous, paraît absolument déterminée, scénarisée, et qui ne l'est pas. Bon, là, il s'en sert bien. Enfin, je veux dire, là, il y a un truc assez bon, très beau sur Anna Karina, parce qu'il la cadre en très gros plan, comme ça, et comme toujours, il la cadre avec de la lumière derrière, souvent. C'est-à-dire le visage. Ce film est une étude sur le visage d'Anna Karina. Une étude, il y a un nombre de plans incroyables sur elle, elle est absolument magnifique, et donc il la met dans des situations lumineuses absolument différentes selon les scènes et selon les plans. Tout ça est très simple, hein, puisqu'il n'a pas d'argent, donc la lumière est toujours très très élémentaire, il n'y a jamais rien de compliqué, mais c'est d'une beauté incroyable, plus que s'il avait eu, comme un autre cinéaste, plein de projecteurs, une grosse équipe technique, etc. C'est le contraire, hein. Tout ça est fait avec une incroyable économie de moyens et incroyable simplicité. Non, mais pendant que tout le monde réfléchit, en fait, je vais juste dire en fait que c'est un film qui est vraiment magnifique, et ça fait bizarre en fait d'enchaîner ce film-là après Une femme est une femme, effectivement, qui est, on dirait vraiment deux films aux antipodes. On nous avait expliqué l'état d'esprit, etc. Mais également au niveau de tout simplement de la vision du monde, finalement, en fait, on a l'impression que Godard passe d'une vision du monde effectivement tout à fait joyeuse et quand même globalement très optimiste à ce film en fait qui est quand même assez, je ne sais pas si le mot c'est déprimant, mais il y a une grande tristesse quand même, même si effectivement il est capable de, comme vous le dites, de filmer Anna Karina pour montrer toute sa beauté. Mais il y a quand même derrière, moi j'ai ressenti quelque chose de très triste quand même, enfin par rapport aux relations entre les hommes, les hommes et les femmes, etc. Enfin, voilà, je voulais juste dire ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est que par rapport à ça, Godard a hésité longtemps entre deux fins. Cette fin où elle meurt et une fin où elle aurait réussi, elle serait contente. C'est-à-dire, il y a l'autre fin possible, il ne l'a pas tournée. Elle est dans une voiture américaine décapotable. Elle passe devant Notre-Dame et elle fait le signe de croix. Parce qu'elle remercie Dieu de lui avoir donné tout ce qu'elle a. Donc elle est riche et elle est indépendante, etc. Donc, mais effectivement, cette fin n'aurait pas marché par rapport au ton général du film, qui est quand même une chose. Mais il n'y a aucun misérabilisme. C'est-à-dire que quand le film nous raconte qu'elle a besoin de 2000 francs, on ne se dit pas la pauvre, elle vit, elle est à la rue. On voit bien que la femme qui s'occupe de la loge de sa cour l'empêche de rentrer chez elle, mais il n'y a pas un gramme de misérabilisme qui ferait qu'on se dirait
elle s'est prostituée parce qu'elle ne peut pas faire autrement, en gros. Ce qui serait le cas d'un film, disons, plus lourd, plus misérabiliste. C'est aussi l'idée, alors, de la liberté. C'est-à-dire que dans le film, elle dit à sa copine, voilà, on est libre, ce qu'on fait, on l'a choisi. C'est-à-dire elle n'est pas du tout dans l'idée de détermination. C'est-à-dire, voilà, c'est comme si le fait de choisir la prostitution était un choix à ce moment-là, et pas un choix auquel elle serait contrainte par la misère. On voit bien qu'elle n'est pas dans la misère, même si évidemment, elle a des problèmes pour payer son loyer, quoi. Il n'y a jamais un gramme de misérabilisme. Donc Godard, à la fois, il montre comment elle entre dans la prostitution, et à la fois, il la filme quand même comme une femme libre. Vraiment. C'est-à-dire que c'est pas... alors que les prostituées dans les films d'avant, c'était des personnages un peu pittoresques comme ça. Là, pas du tout. C'est-à-dire c'est une femme normale. Et à un moment, elle fait un choix qui est celui-là. Voilà. Par rapport à ça, on a parlé du passage sur Edgar Poe avec le portrait ovale, qui est comme un commentaire en fait finalement sur le geste de Godard. Et puis je repensais aussi au moment où Anna Karina est au cinéma et elle regarde Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, voilà, merci. Et donc elle pleure. En fait, il me semble que quand même il y a la manière dont le montre Godard, oui. Il la montre d'une certaine manière comme une martyre, il me semble. Oui, sur le face-à-face avec Jeanne d'Arc. Alors, il a hésité entre... Au départ, il avait demandé la copie de la Jeanne d'Arc de Bresson. Et puis, au dernier moment, il a changé. Et évidemment, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Parce que la façon dont Godard filme la tête d'Anna Karina marche très bien par la façon dont est filmée la tête de la Jeanne d'Arc. Voilà. C'est un film qui est fait qu'avec des gros plans, quasiment, c'est ça? Tout à fait. Et dans ce film ici, il y a aussi beaucoup, beaucoup de gros plans. Même si des fois, il l'a fait marcher. Mais... Alors, il y a aussi un truc dont je n'ai pas parlé. Il y a des plans volés. Vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est-à-dire, en voiture, il filme des prostituées dans la rue, comme ça, qui font le trottoir. Ça reste assez discret, mais il le fait. Alors, il y a aussi un côté documentaire dans le film. Ça, vous avez entendu. À l'époque, un sociologue avait écrit un livre sur comment fonctionne la prostitution. Et Godard, il reprend plein de phrases. Vous savez, il y a un épisode où on dit est-ce que la prostituée fait ceci, est-ce qu'elle est soumise à cela. C'est pas lui qui a écrit ça, c'est pris dans ce livre. Voilà. Et au générique, Godard a eu un rapport, il a fait payer le type, qui était un sociologue, ce n'était pas un écrivain, pour lui avoir piqué des phrases, mais il ne l'a jamais rencontré ni rien, quoi. C'est un truc comme ça il voulait juste avoir des informations objectives et sociologiques sur ce que c'était la vie d'une prostituée. Et du coup, il se sert des plans volés, voilà, pour pour mettre ces phrases-là dans son film. Et les plans volés sont plutôt, comment dire, c'est pas non plus très... Je veux dire, les filles, on les reconnaît même pas. Je veux dire, c'est des trucs comme ça. Ça prouve aussi qu'à Paris, la prostitution avant était beaucoup plus présente, visible. Il y en a à Châtelet, quoi. Je veux dire, c'était comme ça. Et c'est pas la rue Saint-Denis, c'est des rues normales. Et on voit que c'était quelque chose qu'on voyait dans Paris, disons, à l'époque. Justement, comment le film a-t-il été reçu à l'époque? Parce que vous avez cité, je crois, Jean d'Ormesson qui critiquait le film avant qu'il soit fait. Mais au niveau de la réception publique et critique, comment ça s'est passé? Bon, il a été interdit au moins de 18 ans. Ce qui c'est rude pour un film. Un bus, il n'y avait aucune raison, quoi. Il n'y a rien dans ce film qui mériterait qu'il soit interdit au moins de 18 ans. Surtout qu'à l'époque, il y avait des films bien plus crades qui n'étaient pas interdits au moins de 18 ans. Si vous voulez. Alors là, c'est tellement pur que ça n'a pas grand sens. C'est évidemment à cause du sujet. Et alors, pas la critique, mais la censure
n'a pas supporté la scène des deux filles. C'est-à-dire, ils ont demandé des coupes à Godard sur cette scène où Anna Karenina va chercher une autre fille et elles sont deux. Et du coup, la scène est montée bizarrement parce qu'Anna Karenina, on ne la voit plus. On l'entend, mais on ne la voit plus. Oui, en tout cas, on ne voit pas l'autre couple. C'est-à-dire que, voilà, en gros, il a dissocié ça. L'interdiction au moins de 18 ans est venue plutôt de cette scène. Et je crois qu'ils avaient demandé à Godard de la couper. Godard ne voyait pas mal dans cette scène. Il ne voyait pas pourquoi il aurait dû couper cette scène, disons, et pas d'autres. Mais aussi parce que c'était la scène où on voyait, quand les portes s'ouvrent, des scènes soi-disant de prostitution. Or, il n'y a rien de moins prostitutionnel que ce qu'on voit. On ne voit rien. Enfin, on voit des corps de dos, on voit des postures figées. C'est-à-dire ça, les postures figées, Godard, sur la sexualité, il le fera aussi pendant très longtemps, dans Nouvelle Vague. Il y a les très belles scènes entre Alain Delon et Omidiana Giordano qui sont des postures absolument figées. Des postures qui sont censées représenter la sexualité du couple et ça ne bouge pas d'un millimètre. C'est-à-dire, c'est comme ça, chez Godard, cette idée, elle est toujours présente. C'est-à-dire que... et en plus, Godard pense, bon, mais ça c'est évident, que les clients des prostituées, c'est pas le sexe qu'ils cherchent, c'est la mise en scène. C'est le fait d'avoir le droit, comme un cinéaste, de dire, si c'est une fille à une fille, mets-toi comme ça. C'est-à-dire que c'est pas l'acte. Voilà, et Godard, bon, il filme ça évidemment très très bien dans Sauve qui peut la vie, où il y a le patron comme ça qui dit fais ça, c'est-à-dire le plaisir du client, c'est un plaisir de dominer les postures et pas l'acte. Voilà, et Godard, bon, je pense que c'est un truc à lui, enfin, je pense que c'est une chose. Pour lui, la prostitution, ça doit être ça, c'est-à-dire pas toucher, mais mettre en scène. Voilà. La mise en scène et la prostitution, c'est très proche, d'une certaine façon, depuis toujours dans le cinéma, puisque, bon, je l'ai dit au début, c'est qu'il n'y a aucun autre, dans le social, il n'y a aucun autre métier où un homme peut dire à une femme, tiens, je te donne beaucoup d'argent, mais tu fais ça, tu te déshabilles, tu te mets à genoux, tu fais ça. C'est-à-dire, du coup, c'est vraiment très proche, les deux attitudes par rapport à ce qu'on peut acheter avec de l'argent. Et évidemment, pour Godard, c'est pas le sexe. Le sexe, c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, pour lui, le sexe, c'est pas intéressant. Merci. C'est-à-dire que Godard compare ce qu'un réalisateur peut demander à une actrice en la payant et un homme à une prostituée. Absolument. Et alors, il y a une autre question que je voulais poser, c'est que apparemment elle est libre, elle a choisi librement de se prostituer. Et vous disiez tout à l'heure qu'en fait, Godard, il pense surtout à nos comportements sociaux, politiques, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire qu'on choisit de se prostituer. Dans ce film, oui. Oui, mais... Dans ce film, si vous voulez, elle n'est pas contrainte à la prostitution par rien. En plus, elle a son mari. Si elle lui demandait un peu d'aide, il le lui donnerait, qui est la Barthe. C'est-à-dire que c'est comme... Pour elle, c'est comme une sorte d'épreuve de liberté dans ce film-là. Oui. Et en plus, elle reste libre dans ce qu'on voit un peu. Et après, évidemment, arrive le Mac, là, qui est adorable, enfin, qui n'est pas du tout un Mac de cinéma comme ça, brutal, violent. Il est presque délicat. Mais il tient bien compte de la comptabilité, c'est-à-dire il y a le cahier où il dit celle-là elle a fait 17 passes, etc. Donc, et en même temps il n'est pas du tout, c'est le contraire d'un Mac de cinéma français, de figure d'un Mac de cinéma français. Et il la vend quand même, c'est-à-dire que lui, ce qui compte c'est l'argent, puisque à la fin il la vend. Elle va mourir du fait qu'il la vend à un autre Mac dans la scène finale. Oui, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que Godard voulait aussi nous montrer que finalement on a des rapports de prostitution, pas uniquement dans le métier de prostitution. Bien sûr.
Et alors, donc, ça voudrait dire que nous, on le choisirait d'obéir à ce type de rapport, puisqu'on est prêt à se prostituer pour ne pas perdre son travail, pour etc. etc. Non, Godard doit être persuadé qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix. Mais ces personnages l'ont. Si vous voulez, en gros, il ne veut pas faire d'Anna Karenina une victime du social et de la pauvreté, parce que c'est pas vrai. C'est-à-dire que et ça sera jamais le cas chez lui. Dans d'autres choses que je sais d'elle, les deux prostituées, c'est des petites bourgeoises, elles n'ont aucun problème d'argent. C'est comme chez Buñuel, c'est-à-dire c'est aussi un choix. Enfin, dans d'autres choses d'elle, c'est vraiment un choix, la prostitution. Donc ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans l'idée que la prostitution, c'est quelque chose auquel une femme est contrainte et à laquelle elle ne peut pas échapper parce que c'est une question de survie. On voit bien que c'est pas vrai. On voit bien qu'Anna Karenina, elle a son mari, elle a, je veux dire voilà, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas ça par misère. Elle n'est pas du tout dans la misère, même si elle a des problèmes, bon, un peu de fric, mais comme tout le monde, c'est-à-dire elle n'est pas... Voilà. Et l'autre fille aussi, les prostituées qui racontent comment elles sont arrivées, elles sont pareilles. Il n'y a pas de prostituées misérables dans ce film. Voilà, donc c'est compliqué. Mais Godard pense aussi, et là il insiste beaucoup, c'est qu'il dit en gros, la prostitution, c'est la meilleure métaphore du social. Il dit, on est prostitué à son patron, le patron aussi, il paye, il prend votre temps, vous devez faire ce qu'il dit, c'est-à-dire en gros, il dit, comme Mizoguchi, Mizoguchi pensait la même chose, c'est que la métaphore la plus juste du fonctionnement de la société, c'est la prostitution. Et que, évidemment, ça n'a rien à voir avec la prostitution du corps, mais c'est de la prostitution. Voilà, la prostitution, c'est une chose très générale.